Bonjour à toi et bienvenue dans l'Art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à vous dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse aujourd'hui parce que je reçois Laure Rodier avec qui on va parler d'un entrepreneuriat au service de l'humain à l'intérieur de ces espaces co-créés et pour l'Art de ta puissance, pour ce podcast qui se veut proposer un entrepreneuriat visionnaire, un entrepreneuriat au service de notre contribution dans le monde, mais surtout au service de nos plus grands rêves. Et peut-être, Laure, dans un premier temps, tu peux te présenter succinctement qui tu es, d'où viens-tu, et d'où est-ce que tu nous parles, et puis qu'est-ce que tu proposes à l'intérieur de ton entreprise. Bonjour Cécilia et merci déjà de me recevoir sur ton podcast et je suis ravie d'aborder ces sujets avec toi aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Laure Daudier, je suis maman de 2 petits garçons, j'ai 38 ans et j'habite à côté de Bordeaux. Et je suis la fondatrice de Maslow Boîte, qui est un projet que j'ai démarré il y a 3 ans et demi maintenant, dans lequel je m'attache à positionner le slowpreneuriat, et on va décrire aussi, je pense, ce que c'est, au même niveau de popularité, de crédibilité et de notoriété que l'entrepreneuriat traditionnel ou start-up, qui sont les 2 grands modèles aujourd'hui dans lesquels la plupart des gens s'inscrivent. Et comment est-ce que je fais ça plus concrètement? Bah, j'accompagne déjà des indépendants et des entrepreneurs à avoir des business slow. Je forme d'autres accompagnants depuis l'année dernière pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient capables d'amener les gens vers cette modalité d'entrepreneuriat. Et je prends la parole, comme je le fais aujourd'hui avec toi, mais aussi dans des médias, sur d'autres podcasts, dans la presse, pour parler de cette nouvelle forme d'entrepreneuriat qui finalement rassemble aujourd'hui de plus en plus de monde, même si tout le monde ne le met pas sous ce mot-là, mais des personnes qui ont envie d'avoir un entrepreneuriat plus centré sur l'humain, sur l'humain, les clients, oui, sur les équipes aussi. Et moi, ce que j'essaie de défendre, c'est que les indépendants, les entrepreneurs, les personnes à la tête de ces business aussi ont le droit d'avoir des business qui les respectent, qui respectent leurs besoins et qui sont construits autour d'eux. Merci beaucoup pour cette présentation et pour venir justement partager ce slowpreneuriat ici aujourd'hui dans l'art de ta puissance. Et j'avais envie, un peu comme tout le temps, de rappeler un peu l'intention derrière chaque épisode. Et donc l'intention derrière cet épisode que vous êtes en train d'écouter, c'est donc de partager une vision d'un entrepreneuriat qu'on a en commun avec Laure, qui est d'un entrepreneuriat qui est au service de l'humain, qui privilégie l'humain, donc de soi à soi, mais aussi avec ses clientes, avec ses collaborateurs, avec toutes les personnes qui puissent être à l'intérieur de notre écosystème. Et que ce soit du coup, pour moi, c'est aussi sortir de cette rhétorique de compétition, de cette rhétorique de jugement, de cette rhétorique de performance et Mmh. revenir à une rhétorique plus de coopération, de mise en valeur, de respect de soi et de l'autre. Et du coup, c'est aussi de cette manière-là qu'on a créé cet épisode. Et du coup un entrepreneuriat qu'on doit pleinement incarner. Sauf qu'on le sait Mmh. aujourd'hui, il manque de récits sur ce sujet. Les Oui. récits dominants sont les récits de start-up performatives, les récits d'un entrepreneuriat où on doit commencer avec beaucoup de cash, où on va aller chercher l'investissement, on va aller chercher la performance au détriment
souvent au détriment de l'être humain. Et du coup, cet épisode-là, comme beaucoup d'épisodes au sein de l'ère de ta puissance, sont là pour créer un nouveau récit. Et pour moi, c'est vraiment un entrepreneuriat visionnaire parce que c'est sortir Mmh, des carcans de ce qu'on connaît. Et donc, mmh. j'avais vraiment envie de rappeler ça pour vous inviter à écouter cet épisode avec ce prisme-là et aussi de l'écouter avec peut-être un petit carnet à côté parce qu'on va vous distiller des idées concrètes de comment est-ce qu'aujourd'hui, si vous lancez votre entreprise ou si vous êtes en besoin de pivot de votre activité parce qu'en fait, elle n'est pas du tout à votre service, quelles sont les questions à vous poser? Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui? Et c'est vraiment pour ça qu'on a créé enfin, que j'ai eu envie de créer cet espace et que j'ai pensé à Laure pour le co-créer avec moi. Et j'aurais une curiosité, je pense que c'est très important pour tout le monde de comprendre d'où on vient. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de pourquoi est-ce que tu as décidé, toi, de... Ah non, d'abord, est-ce que tu peux nous partager ton intention? Pourquoi est-ce que tu as décidé de répondre avec moi, enfin, de répondre à mon invitation et de co-créer avec moi cet épisode? Parce que je suis d'accord avec toi, je trouve que les narratifs autour de l'entrepreneuriat aujourd'hui sont très orientés vers des modèles qui privilégient l'hypercroissance, le profit, et donc qui voient toujours l'argent comme le but ultime. L'impact aussi, hein, c'est-à-dire que la pression qu'il y a des fois sur l'argent, on retrouve la même chose sur la pression sur l'impact, mais d'une manière assez... on veut être celui qui a le plus gros impact, quoi. Donc, ce sont toujours des choses qui peuvent apporter des bonnes choses à la clientèle, mais qui vont aussi, on le sait aujourd'hui, beaucoup épuiser les indépendants, les entrepreneurs. Et moi, mon intention, c'est aussi de montrer que réellement, il y a d'autres voies qui sont possibles. Et je crois que dans les types d'entrepreneuriat qu'on défend, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est très beau sur le papier, mais que finalement, c'est pas vraiment intégrable dans la réalité. C'est pas forcément adaptable, c'est plus une idéologie. Et j'ai envie de montrer que c'est pas une idéologie, c'est la réalité aujourd'hui, c'est ma réalité, c'est la réalité de beaucoup de gens que j'accompagne, et c'est la réalité de beaucoup de gens que j'accompagne pas, mais qui sont dans ce prisme-là et dont tu fais partie. Et, d'expliquer aussi, en effet, comment ça peut être possible et comment on peut l'intégrer dans un univers qui nous semble hyper compétitif, justement. Ok. Et justement, je pense que toutes les deux, on a fait partie de cet univers compétitif pour aujourd'hui décider d'en sortir. Et est-ce que tu veux nous partager un peu plus de ton parcours et surtout de ce pourquoi, de qu'est-ce qui a animé cette transition vers un entrepreneuriat plus slow, plus respectueux, un entrepreneuriat au service de l'humain? Euh, je fais partie, et malheureusement, comme énormément de monde aujourd'hui, des personnes qui ont fait un burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, je n'ai pas assez écouté mon corps, et j'ai considéré que le fait d'être stressé et d'en subir les conséquences pour son travail était non seulement quelque chose de normal quand on avait une certaine ambition, mais en plus quelque chose de valorisant. Et quand j'étais salariée, j'ai été commerciale pendant plusieurs années dans une agence de communication. J'aimais travailler dans ce milieu, j'avais des ambitions, et donc parce que c'était l'éducation que j'avais reçue et que c'était l'environnement aussi dans lequel j'évoluais, même si j'étais très mal, je ne voyais pas ça négativement. Je pouvais même m'en amuser à certains moments, et dire que de toute façon, si je ne le faisais pas maintenant, j'y arriverais jamais. Et dans ma tête, je pourrais me reposer et je pourrais relâcher la pression quand j'aurais atteint un certain niveau de réussite, quand j'aurais atteint un certain échelon, etc. Et me faire un burn-out, ça remet pas mal les idées en place, parce que c'est vrai que ça a brisé cette croyance-là. Alors, ça n'a pas brisé la croyance, mais ça m'a mis un stop. C'est-à-dire que j'avais toujours cette croyance que c'était comme ça qu'on était un bon professionnel. Mais ça a brisé ma confiance en moi, parce que j'ai eu l'impression à ce moment-là de finalement pas être capable, d'être trop faible, et de ne pas avoir les capacités et la résistance suffisante pour réussir. C'est comme ça que j'ai vécu mon burn-out. Et d'ailleurs, j'étais complètement dans le déni. Je disais que j'avais frôlé le burn-out, alors que j'avais pourtant des,
des symptômes qui étaient vraiment dedans, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à sortir de ma voiture pour aller à certains rendez-vous. J'avais l'impression d'être désincarnée, d'être à côté de mon corps. J'avais la sensation que le sol était mou, alors que le sol de l'agence était du béton, donc il était clairement pas mou. Donc il y avait des effets quand même sur mon cerveau qui étaient bien présents, mais pour moi, j'avais frôlé le burn-out parce que je pouvais encore me lever le matin, quoi. Malgré tout, cette expérience-là, c'est celle qui a fait que je me suis mise à mon compte, plus tôt que ce que je pensais. Avec quand même à ce moment-là l'idée de je vais relâcher un peu, je vais moins travailler et surtout je vais plus travailler à ma manière. Je souffrais beaucoup du fait qu'on m'impose des méthodologies de travail qui ne me ressemblaient pas. Mais les croyances que j'avais à ce moment-là, c'était quand même que quand on est à son compte, il faut d'autant plus cravacher. Ce qui m'a évité de tomber là-dedans, c'est que je suis tombée enceinte en même temps que je me suis mise à mon compte. Et donc, j'ai eu une première année extrêmement chaotique, une première année de maternité extrêmement chaotique parce que, en plus de toute la fatigue et l'épreuve nerveuse que peut constituer le fait d'avoir un bébé, surtout pour la première fois quand on découvre tout ça, à ce moment-là, je travaillais déjà moins, mais je travaillais pas mieux. Donc, c'était l'enfer. C'est-à-dire que quelque part, j'avais changé mon temps de travail. J'avais commencé à changer mes méthodologies, mais j'avais pas changé justement le narratif dans ma tête. Et j'avais cette idée de je veux être Beyoncé, je veux être Wonder Woman, c'est-à-dire je veux être cette femme qui est capable d'être une excellente mère, une excellente professionnelle, une excellente entrepreneur et je peux être qui je veux, quoi. Et j'ai pas de limite et je suis hyper puissante, etc. Et j'ai commencé à revoir des signaux que j'avais connus quand j'ai fait mon burn-out. Et donc, j'ai senti que je me redirigeais là-dessus et je ne voulais pas y retourner du tout parce que ça m'avait déjà affectée. Et j'ai pris la décision en 2019, à ce moment-là, de me dire, mais il faut que j'arrive à relâcher la pression d'un côté ou de l'autre, soit côté maternité, soit côté travail. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de lâcher la pression sur le travail, quitte à ce que mon entreprise se développe plus lentement, quitte à gagner moins, en fait. Mais ça m'a semblé plus facile, en fait, d'optimiser des choses et de lâcher là-dessus que sur la maternité où, pour moi, c'était la découverte totale et je ne voyais pas comment je pouvais maîtriser quoi que ce soit. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en relâchant cette pression et en me disant: «Il faut que je simplifie mon business, il faut que je simplifie les choses, il faut que j'aille faire ce qui est le plus confortable pour moi, le plus facile. Tant pis, je ne serai pas cette nana, hyper capable, mais je vais aller à la simplicité et au confort». Là, j'ai eu un gros déclic parce que je me suis rendu compte que mon business décollait à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai expérimenté, avant même de comprendre pourquoi, j'ai expérimenté le fait qu'en baissant mon stress, j'augmentais ma performance. Donc non seulement j'étais moins stressée et j'étais prête à ce moment-là à me dire: «Bah, tant pis, tant pis pour la thune, tant pis pour mes rêves, tant pis sur l'image que je me faisais de moi, en tant qu'entrepreneur». Je mets ça de côté pour le moment et en fait, en me disant ça, c'est finalement ce que ça m'a permis d'atteindre. Et là, j'ai eu, on pourrait croire que ça m'a réjouie. En réalité, ça m'a plutôt mise en colère parce que j'ai eu l'impression qu'on m'avait menti toute ma vie. J'ai vraiment eu la sensation que ça faisait des années depuis que j'étais à l'école où on me disait que la réussite, c'est les efforts, la réussite, c'est uniquement grâce à un lot de souffrance, c'est fait pour être difficile, c'est normal que ça soit difficile. En fait, je me suis dit: «Mais c'est l'inverse, en fait. Tout ceci nous mène à l'échec. Oui, dans le lot, on a peut-être de temps en temps des réussites, mais à quel prix?» Et de constater que finalement, en allant vers la simplicité, en allant vers le confort, en allant vers ce qui était fluide, on obtenait les mêmes de meilleurs résultats et donc, bah, ce que je venais chercher aussi en termes d'image de moi, de réussite, de satisfaction. Hem j'ai travaillé pendant un moment comme ça, j'étais freelance à l'époque, toujours dans le domaine de la communication digitale. J'ai travaillé comme ça pendant une année en le gardant un petit peu pour moi et en fait, à force de voir des confrères et des consoeurs se mettre une pression de dingue sans pour autant avoir plus de résultats, fin 2020, je me suis dit: «OK, j'ai envie d'amener ce sujet d'un entrepreneuriat slow», c'est-à-dire, donc issu vraiment du mouvement slow, hein, c'est pas juste ralentir, c'est tout ce que ça inclut, donc dont tu en as parlé, hein, la collaboration, revenir au naturel, être dans un esprit de reconnexion à soi et aux autres, et
accepter que les choses prennent un certain temps. Euh, j'ai eu envie de partager ça pour que plus de monde en profite, parce que personne n'en parlait. Alors, aujourd'hui, on commence à en parler un petit peu plus. Mais quand je me suis lancée là-dessus, donc tout début 2021, j'avais entendu moi une fois le mot slowpreneuriat de la part d'une Canadienne, et il y avait une autre personne en France qui en parlait, Émilie Gros, et c'est tout. Donc, je crois que c'est cette colère finalement qui s'est transformée tu vois, ça m'a permis de créer quelque chose parce que c'est la même, ça reste la même énergie. Et c'est ce qui m'a donné l'élan de partager ça et de me dédier pleinement à la popularisation du slowpreneuriat. Parce que je crois que moi, ça m'interpelle beaucoup qu'aujourd'hui, on ait tant conscience des dégâts, des croyances autour de la réussite et du travail, et que pour autant, on soit si peu à agir concrètement, à la source en fait. Pas seulement sur du curatif, pas seulement sur comment on évacue tout ce stress qu'on a accumulé, mais sur comment on peut le limiter à la source. C'est hyper intéressant d'écouter ton histoire. Et merci beaucoup de la partager. J'ai eu plein de frissons à plein de moments parce que je trouve que justement on sent on sent que tu es animé. Et je pense que profondément dans les prochaines années et depuis 2020, on est de plus en plus amené à développer son entreprise parce qu'on est Mmh. animé par quelque chose. Et concrètement, euh, vous pouvez croire ou pas forcément, Laure pourrait être d'accord avec moi ou pas. En tout cas, je sais que c'est quelque chose que je défends dans cet entrepreneuriat visionnaire, de cette idée de, énergétiquement parlant, il y a quelque chose aussi qui va nous soutenir. Et on est à un Mmh. tournant et concret, concret de notre humanité, où de toutes les manières, plus on va aller vers soi, vers l'organicité de son développement, plus on va aussi de recevoir plein de coups de pouce. Et au lieu de Complètement. recevoir plein de murs, on va avoir plein de petits pichenettes. Et moi, c'est justement, je suis arrivée à l'entrepreneuriat dans le respect de moi et par une autre voie. C'est-à-dire que euh, je me suis diplômée de gestionnaire de projet de développement international. En fait, moi, je suis partie au Pérou et je suis tombée Mmh. amoureuse du Pérou au Pérou. Et j'ai découvert une autre culture qui n'était pas basée sur les performances, qui était basée sur la coopération, qui était basée sur l'observation de la nature. Mmh. J'ai aussi beaucoup cheminé à cette époque-là avec les plantes médecine. Et j'ai beaucoup cheminé à l'intérieur de moi, à une reconnexion à moi, une reconnexion au vivant à l'intérieur de moi. Ça a été aussi une période où j'ai remis en question tout ce que je croyais être vrai, Mmh. tout le modèle sur lequel j'avais basé mon existence. Et je me suis retrouvée sans base. Et je voulais plus vendre mon âme pour un salaire à l'intérieur d'un espace dans lequel je me sentais pas moi. Et du coup, je suis arrivée à l'entrepreneuriat, mais les deux premières entreprises que j'ai développées, une entreprise de pâtisserie, donc de vente de produits, et une entreprise une start-up, je les ai fait au détriment de moi, en travaillant à côté, Mmh. en travaillant 50, enfin en plus au Pérou. Alors imaginez-vous le salaire que je recevais. Enfin, genre, c'était n'importe quoi. Et j'en suis arrivée à un burn-out émotionnel en 2020 quand je suis rentrée en France. J'étais plus capable de rien et du coup encore moins de retrouver un travail Mmh. parce que c'était comme revenir en arrière et en même temps bah, mon idée de start-up, bien que j'avais énormément travaillé, en fait mes collaborateurs m'ont lâché. C'était pas un projet que je pouvais porter seule. Euh, et je suis retournée à zéro. Et dans ma chance, c'est que j'ai commencé à me rendre compte que mon vrai talent, c'était l'accompagnement. Que depuis toujours, Mmh. j'avais été celle qui écoutait et observait et savait donner des bons conseils. Que j'avais un ressenti, une richesse émotionnelle et du coup, je me suis formée. Et à commencer Kaluna comme ça. Mais quand Kaluna, quand j'ai démarré Kaluna, pour moi, c'était important de reprendre les outils entrepreneuriaux qui fonctionnent. Parce qu'en fait, même dans Mmh. l'entrepreneuriat ou dans un entrepreneuriat au service de l'humain, on va Oui. reprendre les mêmes outils, mais on va les adapter avec nos règles du jeu. Et, euh, et du coup, je trouve ça intéressant de se rendre compte que
tous les parcours sont justes et que l'intéressant, c'est de voir que peu importe le parcours de vie, on est de plus en plus nombreux à revenir à cette simplicité de l'humain, à cette simplicité de, en fait, what is what I want, non? Ouais. Et je pense que dans ce parcours-là, c'est, comment il s'appelle? Le boss du développement personnel Tony en... Robbins? Ouais, Tony Robbins qui dit que l'important c'est de se poser les bonnes questions. Et je pense que toi comme moi, on a su se poser les questions qui ont servi euh, notre parcours. Et j'aurais envie d'en partager quelques-unes aujourd'hui pour que les personnes puissent y réflexionner et se poser et se poser ces questions, se poser ces justes questions de transformation. Est-ce que tu as envie de nous en partager? Oui, moi je vais partager moi finalement celles que je me suis posées et qui sont celles que j'amène mes clients à se poser aujourd'hui. Euh, je crois qu'une première question à se poser, c'est très pragmatique. Justement, c'est ce qui rend les choses applicables. C'est vraiment de se demander dans quelle réalité on est aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par réalité? C'est quel est dans quel schéma de vie familiale ou de couple ou social est-ce qu'on se situe? Euh, Quel est notre état de santé physique et mentale du moment? Quelles sont nos ressources disponibles sur le moment, que ce soit en termes de finances, en termes d'énergie, en termes de temps. Euh, Quelles sont peut-être les choses qui vont pouvoir nous aider, que ce soit dans ce qu'on a en nous, nos talents, nos compétences, mais aussi les gens autour de nous qui vont peut-être pouvoir nous amener des trucs. Donc, qu'est-ce qui constitue la réalité de notre quotidien? Et en fait, si on a un business qui ne colle pas avec cette réalité, ça veut dire que nécessairement, on va être obligé de s'adapter et donc ça va générer du stress et une souffrance à terme. Donc, déjà se demander, est-ce que mon business aujourd'hui ou celui que j'envisage pour les gens qui sont en train de se lancer, est-ce qu'il me permet de respecter cette réalité-là? Donc, par exemple, moi, ce que je rencontre beaucoup chez pas mal de gens que j'accompagne, ce sont des jeunes parents, c'est-à-dire avec des enfants qui ont moins de 6 ans en général, donc avec beaucoup d'énergie dépensée et qui se rendent compte que euh, leur entreprise aujourd'hui leur demande, par exemple, une quantité de travail, leur business model leur demande une quantité de travail qui fait que même si évidemment ils vont être là pour leurs enfants le matin, le soir, ils doivent se remettre à travailler le soir, ils doivent faire garder leurs enfants pour travailler le week-end. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils sacrifient leur vie de famille alors qu'ils n'en ont pas envie. C'est-à-dire que c'est une souffrance, mais leur business est construit de sorte que ils sont obligés d'avoir cette adaptation. Et ça peut se faire sur tous les plans. C'est-à-dire que si on a un business qui nous demande, par exemple, de prendre beaucoup la parole en public, alors que c'est très inconfortable pour nous, ou au contraire, on a un business qui fait qu'on est globalement, principalement seul derrière son ordinateur toute la journée, alors qu'on a besoin de connexion sociale. Dans la réalité, il y a ça aussi, c'est quel est notre mode de fonctionnement naturel, qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui, au contraire, nous met dans l'inconfort. Déjà, de se demander, voilà, est-ce que ça colle, ça permet de voir où est-ce qu'il y a des choses à évoluer. Euh, une chose aussi qui va changer de ce qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est toutes ces histoires d'objectifs. Aujourd'hui, on va souvent se demander quels sont nos objectifs business. Combien on veut faire de chiffre d'affaires, combien on veut se dégager de marge, combien on veut toucher de personnes, quel impact on veut avoir. Donc, c'est très intéressant de se poser ces questions-là. Le problème, c'est de se les poser en premier. Et là aussi, peut-être se demander quels sont d'abord ses objectifs de vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre au quotidien? Et j'insiste sur le quotidien parce que les gens, quand on leur demande quels sont leurs objectifs de vie, ils vont peut-être se dire: «Ah, j'aimerais bien avoir une maison à tel endroit et puis j'aimerais bien pouvoir partir en voyage tant de fois dans l'année» et puis en fait, souvent, ils vont se focaliser sur des moments, sur des moments de vie qui sont certes très positifs, mais qui ne constituent pas le quotidien. Donc demain, à l'endroit où on vit, avec les moyens qu'on a actuellement, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer dans son quotidien? Et pas forcément dans 3 ans, 5 ans, ça c'est bien pour se définir une vision, mais la semaine prochaine, c'est quoi? Ça serait quoi
dans ta réalité du moment, ta semaine prochaine idéale? Se poser ce genre de questions. Évidemment, après, on peut l'étendre un petit peu plus loin. Mais finalement, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, on peut se dire, OK, du coup, quels sont les objectifs business qui vont pouvoir me permettre de soutenir ça? Et donc, de commencer à faire ces objectifs business, non pas en fonction de ce qu'on s'imagine être un bon objectif business, non pas en se comparant aux autres aussi, à ce qu'ils font dans le leur, mais de manière à ce que ça nous permette de vivre la vie qu'on a envie de vivre le plus rapidement possible. Il y a plein de choses, c'est la question de se... on le sait, hein, qu'il est plus intelligent de capitaliser sur ses talents plutôt que de perdre du temps à essayer de s'améliorer sur ses points forts. On nous le répète, mais souvent on ne le fait pas pour plein de raisons. Déjà parce qu'on nous a aussi appris que quand c'est trop simple, quand c'est trop facile, ça n'a pas de valeur. Donc il y a un petit côté, oh là là, il faut que j'en fasse plus, mais aussi parce qu'on ne nous a pas tellement appris à distinguer nos talents. Moi, une question que j'aime bien poser aux gens, c'est dans toutes tes compétences, quelles sont celles pour lesquelles tu as même des scrupules à faire payer, tellement ça te semble simple à toi. Et en fait, c'est souvent ça que viennent chercher les gens, et c'est là qu'ils voient toute la valeur dans ton travail. Donc au contraire, c'est bien une chose pour laquelle tu devrais être rémunéré. C'est ces choses qui, de prime abord, tu as l'impression que c'est tellement facile que ce serait presque voler les gens. Donc il y a des choses à changer au niveau des croyances, mais ce sont des bons indicateurs de où est-ce que se trouve finalement ta valeur. Parce que les gens ne vont pas payer plus cher quand on souffre en fait pour leur donner un résultat. Ce n'est pas leur problème, ils n'achètent que le résultat pour eux, ils n'achètent pas les efforts qu'on a mis dedans. Autre question directement liée aux besoins, c'est comme je disais tout à l'heure, la problématique que je vois aujourd'hui dans la vision du stress dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne parle que des solutions pour l'évacuer. Comment est-ce qu'on peut évacuer son stress? Alors avec il y a tout plein de techniques qui existent, qui sont des bonnes méthodes en soi, la méditation, le sport, la respiration, je sais pas, le journaling, enfin il y a énormément de choses qui sont de très bons outils. Le problème, c'est que plus on a de stress à évacuer et plus on a besoin de temps pour faire ces activités-là. Et le temps, c'est souvent ce qui manque aux gens qui sont très stressés. Donc, se demander aussi quels sont ses besoins pour avoir moins de stress, pour ressentir moins de stress. Comment est-ce qu'on peut limiter le stress à la source? Et donc, quand on reprend notamment les choses qui ne collent pas avec notre réalité dans notre business, il y a pas mal d'indices à ce niveau-là. Et on peut se poser la question de, oh là là, si j'avais une baguette magique demain et que je pouvais me rendre le quotidien professionnel moins stressant, qu'est-ce que ça me permettrait de résoudre pour pouvoir identifier ces besoins et qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres. Parce que quelque chose qui va stresser certaines personnes ne va pas du tout en stresser d'autres. Donc, c'est un cheminement qui est très personnel. Et quand on identifie là-dedans qu'il y a certaines choses qui, en fait, nous stressent, mais pourtant, c'est des besoins pour notre projet, pour notre entreprise, on se rend compte que, ah oui, alors moi, ça me stresse de faire ça, mais aujourd'hui, par rapport à mes clients et par rapport à la vision que j'ai pour mon business, ça reste un besoin pour mon entreprise, ça permet de se dire que c'est peut-être des compétences qu'il va falloir aller chercher à l'extérieur. Et malgré tout, quand on n'a pas encore les moyens, c'est peut-être des choses à changer aussi. On n'a pas toujours les moyens de déléguer. Donc, comment est-ce qu'on peut atteindre finalement le même résultat avec des manières de faire qui ne nous génèrent pas de stress? Je trouve que c'est des questions très intéressantes à se poser et j'inviterais les personnes à se les poser en amont. Moi, je vois C'est comme bien. finalement on est dans une société de l'immédiateté, une société aussi de l'urgence. Souvent, on finit par entreprendre parce qu'on a été tellement exprimé dans le monde salarial, fonctionnariat ou peu importe où on était. Et en fait, et on a aussi l'urgence de la réussite. Euh, Parce qu'il y a des réalités financières, matérielles, personnelles, émotionnelles, de confiance en soi qui font que si on n'est pas dans la réussite immédiate, et on a la Ouais, sensation que on ne vaut rien. Et en même bien. temps, c'est une coach entrepreneur, enfin business que j'aime beaucoup, Anaïs Lebrec, qui le dit. L'important dans un lancement ou même dans un lancement de projet, si c'est des personnes déjà euh, installées, euh, préparer une rampe de lancement, c'est hyper important. Et en fait, moi, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs
avoir une idée, la mettre en place la semaine d'après. Et en fait, bah, justement, les questions que tu t'es posées, quels sont réellement mes besoins pour ne pas sentir de stress, quelles sont ma zone de génie pour mettre tout de mon côté pour réussir, enfin, enfin, et après, j'ai envie de parler de cette question de la réussite. Mais toutes ces questions-là, bah, en fait, si on prend pas assez de temps en amont, si on est tout le temps dans l'urgence, bah, en fait, euh, il y a comme quelque chose qui va pas pouvoir s'alchimiser, qui va pas pouvoir être Mm. organique. Et moi, une des questions que j'aime poser à mes clientes, parce que j'observe tout le monde est dans l'urgence, même moi, des fois, je suis un peu dans l'urgence. C'est Mm. aujourd'hui, comment est-ce que tu peux sortir de ce mode urgent, de ce fighter mode, de ce mode de je suis en réaction. Et comment est-ce que tu peux sortir de ce mode de réaction, observer aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui me met en réaction dans mon entreprise? Bah, peut-être la sensation que ça fait 3 semaines que j'ai pas vendu et que là, il faut que je vende. Donc, je vais commencer à faire une newsletter, un podcast, un machin, un bidule. Je parle en toute connaissance de cause. On a Et, tous connu ce genre de moment, t'inquiète pas. et au final, pour avoir, enfin, pas zéro résultat, parce que parfois il peut y avoir des résultats, mais Mm. à quel prix? Ouais. Vraiment, à quel prix? Et, hum, et du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup observer, mes zones de réaction, mes zones d'urgence, et de voir comment est-ce que je peux remettre de la confiance, de l'espace, de la légèreté, comment est-ce que je peux agir différemment, comment est-ce que je peux m'accompagner différemment. Et avec cela, moi, je trouve que vient beaucoup notre relation, et quand on se lance ou quand on a envie de passer à un mode plus slow, je crois qu'on a vraiment besoin de se poser des questions autour de quelles sont nos croyances vis-à-vis de Mm. l'argent et vis-à-vis de la réussite. Parce que souvent, on se rend compte que la réussite, on va avoir la sensation que c'est que des chiffres. Que la réussite, ça va être réussir aussi bien que la nana qui est depuis 15 ans sur notre marché. Ça va être réussir, ça va être un chiffre d'affaires. Alors que pour moi, la réussite, c'est une composante bien plus importante. Et c'est aussi combien de temps est-ce que j'ai travaillé, est-ce que j'ai été en état de stress ou pas dans cette période donnée. Est-ce que j'ai pu prendre du temps pour faire des choses qui étaient importantes pour moi? Donc pour certains, ça va être la famille. Moi, j'ai pas de famille, donc ça va être voyager, ou ça va être passer du temps avec mon amoureuse, passer du temps en nature. Et à quel point, et pour moi, ça, c'est des données de réussite tout aussi importantes. Et j'aimerais même nous inviter dans notre KPI, et dans nos KPI, on Mm. met et combien de bains par semaine je me suis pris, si c'est important pour moi, ou est-ce que je me suis fait mon massage par semaine, enfin par mois, si c'est important pour moi. Enfin, peu importe, c'est ces choses qui me font sentir que je suis dans mon espace de bien-être, de valorisation. Et tout ça, du coup, ça part à la source, d'aller regarder c'est quoi mes croyances. Et du coup, c'est quoi aussi ce qui est important pour moi quand, enfin, qui est important pour moi pour définir ma réussite. Et vient aussi de la relation à l'argent, parce qu'on a tous soit, enfin pas tous, non, c'est pas vrai. Il y en a qui ont une très belle relation à l'argent, mais on est beaucoup à hériter de croyances vis-à-vis de l'argent, de il faut tout garder parce qu'au cas où un jour, ou au contraire, Mm. l'argent me brûle parce que c'est le mal, le diable incarné. Et dans un cas comme dans l'autre, et ça va faire aussi que notre relation à la création est Mm. monétaire via notre vocation, notre passion, notre profession, peu importe comment est-ce qu'on s'identifie, et ne pourra pas être saine. Et du coup, euh, on re-rentre dans un cycle de réaction, de réactivité. Et du coup, voilà, je plus sois toutes les questions qu'a apporté Laure, mais j'avais aussi envie de vous apporter celle-ci OK, c'est quoi? Comment est-ce que je sors de l'urgence? Comment est-ce que je me connecte à ma relation à l'argent? Et la dernière chose qui est, moi, la première question que je pose dans tous mes accompagnements, c'est finalement, quelle est la contribution que tu as envie d'avoir? Parce que de nouveau, dans ce monde en 2024, euh, qui, qui va devenir de plus en plus polarisé, parce que Mm. Probablement. oui, absolument. Ben,
sortir de cet espace de performativité, c'est revenir à l'espace du cœur. Et le cœur, il a envie de contribuer à quelque chose. On est tous nés avec l'envie de contribuer à quelque chose. Et si on va plus loin, pour ceux qui seront les plus en accord avec des questions spirituelles, il y a aussi la question d'incarnation, la question de qu'est-ce qu'on est venu apporter. Alors, c'est pas qu'une question existentialiste, il n'y a pas de oh, on a tous une mission de vie. Pour moi, ça va bien au-delà. C'est en fait, profondément, à quoi j'ai envie de contribuer, à quel monde j'ai envie de contribuer et quelles sont mes ressources intrinsèques à qui je suis qui va permettre d'apporter à cette contribution-là. Et je pense que quand on fait tout le panel de toutes ces questions-là, on a un bon socle de fondation pour se dire, OK, let's go pour une entreprise qui va me respecter et au mieux tous les jours. Ouais, Mais, ouais. et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de performance derrière cette idée d'entreprise. Slow ou respect de soi. Enfin, moi, tous les jours, je me rends compte comment est-ce que je peux améliorer quelque chose. Et que c'est pas non plus une fin en soi. Qu'il n'y a jamais de fin. Ouais. Non, c'est ça. Non, non, et c'est même, je trouve, ces évolutions et ces changements qui font tout l'intérêt. Bon, je dis peut-être ça parce que j'ai tendance à être quelqu'un qui me lasse vite, mais c'est-à-dire que pour moi, le côté, allez, voilà, la ligne d'arrivée est là, voilà. Oh, quelle angoisse. On adore. Bon, après, je sais qu'il y a des gens que ça peut rassurer, au moins d'avoir des étapes, mais moi, je trouve ça hyper intéressant de voir des business bah, qui vont évoluer aussi parce qu'à partir du moment où on les adapte à notre réalité, elle change. Mm. J'en parlais, je réagissais hier à quelqu'un sur Instagram qui parlait tu sais, de l'équilibre vie pro, vie perso, où en fait, tout le monde essaye d'avoir, en gros, de segmenter et que les deux soient à la même hauteur et qu'en fait, c'est très compliqué et il y a beaucoup de sujets aussi là-dessus. Et je lui disais que pour moi, c'est plus une question de balance, niveau de stress, bonheur, tu vois. C'est est-ce que aujourd'hui dans ma vie, que ce soit par ma vie pro, ma vie perso, est-ce que j'ai plus de choses qui m'apportent du bonheur et de la joie que de choses qui me stressent? Et bah, la réalité de notre vie, elle change et fait que par moment, moi par exemple, j'ai 2 enfants de 2 et 6 ans, bah, mon quotidien de mère me stresse beaucoup, je dors mal, enfin et ça changera, ça évoluera, mais c'est ma réalité du moment et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'attache particulièrement à faire en sorte que mon travail me stresse le moins possible pour rester dans un équilibre, et qu'au global, ma vie m'apporte plus de bonheur que de stress. Demain, dans quelques années, hein, évidemment, ce sera pas demain, mais dans quelques années, quand mes enfants seront plus grands et que mon quotidien de parent sera moins stressant, je l'espère. En tout cas, déjà, si je peux dormir la nuit, ça sera une bonne chose. Et bien peut-être qu'à ce moment-là, si mon niveau de stress lié à ma famille baisse, je pourrais me dire, bah tiens, dans mon boulot, là, quelque part, j'ai pas l'envie de me stresser absolument, mais j'ai de la marge, donc je décide pour mon boulot de peut-être aller vers des choses un petit peu plus challengeantes pendant une période parce que ça va, en fait. Je ne mets pas cet équilibre-là en danger. Et donc, j'en profite peut-être pour aller un peu plus vite sur certains sujets. Et c'est ça pour moi qui est la réalité qui change, c'est ça. Donc, à partir du moment où notre réalité change et que notre business s'accorde à ça, bah, il n'y a jamais de fin. Parce que notre business, il va toujours évoluer aussi en fonction de ça. Et encore là, je parle de quelqu'un qui entreprend en solo, mais pour les personnes qui entreprennent en équipe, bah, c'est la réalité, elle peut changer dans l'un des membres de l'équipe. Et c'est du vivant, en fait. Ça rend l'entreprise, ça fait passer l'entreprise de quelque chose qui fonctionne comme une machine à quelque chose qui fonctionne comme un organisme vivant. Et moi, je trouve ça hyper passionnant, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé plus pour des solopreneurs qui seraient pas forcément encore, enfin, dans tout ce qu'on a partagé, c'est vraiment de soi à soi. Mais je pense que c'est aussi toutes des questions qu'on peut se poser à partir du moment où on rentre en collaboration à l'autre et d'aller comprendre aussi comment il y a un match au niveau des besoins, comment il y a un match au niveau des, Exactement. des, des, des zones de génie. Enfin, voilà, je, je plus sois. Est-ce que tu aurais envie de nous partager une action que pour toi, il est hyper important de se poser, enfin,
une action vers laquelle il est important de s'engager quand tu prends la décision de passer à une entreprise respectueuse de l'humain? Euh, je vais réinsister un peu, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais je vais réinsister un peu là-dessus. Moi, c'est l'outil de la liste noire. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire vraiment dresser la liste de ce qu'on a envie de changer dans notre business, qui peuvent être des choses liées à ce qui nous provoque du stress et de l'inconfort, mais ça peut être aussi se rendre compte de, oh, tiens, j'utilise telle méthode qui en soi, moi, me va et, euh, et fonctionne, mais je me rends compte que ça colle pas à mes valeurs, en fait. C'est-à-dire que l'impact que ça a sur les autres, non, bon, je suis pas très confortable avec ça. Donc, d'avoir ce regard sincère, encore une fois, le coup de la baguette magique sur si je pouvais faire évoluer ou supprimer de mon business toutes les choses qui vont frotter un peu. Soit frotter franchement, c'est-à-dire que je suis capable d'identifier, bah oui, là je me fais suer à faire ça et franchement ça me gonfle à chaque fois, je n'y arrive pas. Mais aussi les choses où ça nous demande de l'ajustement. Et ne pas considérer que cet ajustement est normal, parce que je crois que c'est un gros biais qu'on a aujourd'hui, c'est que comme on associe le fait de réussir à une souffrance, bah, toute la souffrance qu'on peut rencontrer dans le fait d'entreprendre, on va dire, bah oui, bah, c'est normal. Alors, c'est une norme dans le sens où c'est la réalité de beaucoup de gens, mais pour moi, ça ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une réalité pour beaucoup de personnes, c'est la norme en ce sens, mais ce n'est pas normal dans le semble acceptable. D'accord. Donc, essayer de s'enlever cette espèce de petite voix sur l'épaule qui va dire, mais non, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est le business, c'est difficile. Euh, ok, dans un monde idéal, demain, tu peux enlever toutes les choses qui frottent. Quelles sont ces choses? Et évidemment, l'idée n'est pas de se dire, parce que des fois la liste peut être longue, l'idée n'est pas de se dire, oh là là, mais quelle montagne, mais de se demander, dans toutes ces choses, quelle est celle avec laquelle je vais commencer ce cheminement? Et quelle est la plus simple? C'est pas forcément tout de suite celle qui aura le plus d'impact, parce que parfois les choses qui ont beaucoup d'impact, bah, c'est des gros changements. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait vraiment besoin de réussir à dire non à plus de monde, mais commencer par ça, c'est un peu, c'est confrontant et donc on sait que si on décide de commencer par ça, on va pas le faire. Donc, quelle est la chose qu'on peut changer sans que ça nous coûte trop? Pour juste mettre le pied à l'étrier et en fait, petit à petit, se dire: «OK, je vais essayer d'améliorer ça». Et ce que je trouve hyper intéressant avec ça, et moi je le constate, sur mes accompagnements, c'est que finalement, il y a des résultats tout au long du chemin. C'est pas une transition qui demande des efforts, de fournir beaucoup d'efforts, d'un coup et puis, dans l'attente de cette récompense qui est: «Ah, du jour au lendemain, soudainement, bah, je me rends compte que, je suis plus serein, que je prends plus de plaisir au travail et que j'ai des meilleurs résultats». Chaque petit changement qu'on initie nous apporte un bénéfice quasiment immédiat, justement parce qu'on ne va pas se fixer que sur les données financières. Donc la moindre petite action de ça frotte, je le change. Soit je le supprime parce que ça ne me sert pas à grand-chose finalement, soit je le change par quelque chose de plus facile pour moi. Mais on va immédiatement avoir le résultat de ah ça me soulage un peu déjà. Et puis une fois qu'on rentre dans cet engrenage-là, c'est plus facile aussi. Et petit à petit, chaque nouvelle action facilite la suivante. Mm. Et combiner ça, et tu l'as dit, j'insiste aussi sur un travail sur les croyances parce qu'honnêtement, c'est le plus gros frein. C'est vraiment le plus gros frein. On peut, on peut avoir une idée très claire de ce qu'il faut changer dans notre business tant qu'on est convaincu que notre souffrance est nécessaire. C'est très compliqué de changer les choses parce qu'on est souvent rattrapé par ça. Et c'est justement moi l'action que j'aurais mis en avant et au-delà des croyances, je suis profondément certaine que l'entrepreneuriat est un processus thérapeutique. C'est un processus Mmh. qui nous révèle à nous et qu'aujourd'hui, le monde du coaching business a besoin de devenir de plus en plus thérapeutique. Alors bien sûr, on ne sera pas, enfin moi, je ne prétends pas être thérapeute, bien que je suis en train de me former avec des outils thérapeutiques, somatiques que je pourrais totalement utiliser dans un cadre thérapeutique, que thérapeutique, je veux dire. Mais pour moi, il y a besoin de plus en plus de comprendre que une personne qui ne change pas ses croyances ou qui continue dans un syndrome de l'imposteur ou dans la procrastination, c'est souvent des réminiscences de trauma, d'espace de figement, de lutte qui sont juste
naturel dans notre société. Enfin, puis en règle générale, en fait, on est tous traumatisés, c'est pas grave, pas la... Mhm. C'est clair. Et nos enfants sont tous traumatisés pour le mieux Probablement qu'on par veuille notre faire. faute aussi, hein. Voilà, on va forcément, probablement traumatiser nos enfants sur quelque chose, sans vraiment l'intention, mais voilà. Exactement. Et donc, c'est aussi remettre un peu de légèreté sur, quand je dis coaching thérapeutique, c'est pas non plus aller s'ouvrir, enfin bref, ouvrir la boîte de Pandore tout le temps, mais c'est plutôt être conscient que tous les espaces de croyances qui sont durs à transformer, c'est parce qu'il y a une part de nous qui est attachée à ça et que le Mm. détachement de cette part-là, bah, ça demande un accompagnement spécifique. Et que aujourd'hui, pour moi, quand on veut passer à un entrepreneuriat plus respectueux de l'humain, bon, on doit comprendre qu'en tant qu'être humain, on n'est pas qu'un corps physique et mental, ce que la société occidentale a vachement eu envie de nous faire croire, voire même qu'un corps mental en vrai. Hein, le mental, le mental. Ouais, le corps, oui, mais que pour le sport et l'apparence, tu vois. Exactement. Pour le reste, il nous fait plus suer qu'autre chose, hein, dans la société occidentale, avec ses maladies, ses freins, son stress, sa fatigue. Mais qu'il y a aussi un corps émotionnel, il y a aussi un corps spirituel, il y a aussi un corps énergétique, et que c'est en prenant soin de toutes ces parts-là de nous qu'on pourra au mieux se mettre au service de l'autre au travers de la créativité de notre entreprise. Et donc voilà, moi c'était mon action, enfin la chose sur laquelle moi je mets l'accent dans mes accompagnements et pour moi, et je vais euh, copier ta petite liste noire, enfin pas copier, mais en tout cas moi je vais commencer à la faire parce que j'ai commencé pendant que je t'écoutais, à dresser ma propre Des liste. idées. Des trucs qui viennent tout de suite, cette liste noire des trucs qui frottent, t'es là. Alors, ça, généralement, les gens ne tardent pas à mettre les 3-4 premiers trucs, ça vient tout seul. Je les ai déjà dans ma tête. Et merci beaucoup Laure de ton temps. Et on en arrive à la fin de notre épisode. J'espère que pour tous nos auditeurs et auditrices, ça aurait été un épisode riche en informations, enfin riche en perspectives, en outils aussi de pistes d'exploration pour la transformation de votre processus entrepreneurial. Et j'aimerais vraiment réaffirmer euh, que ces podcasts de l'art de ta puissance ont vraiment une vocation à partager un nouveau récit de l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, je pense de nouveau qu'on est à l'orée d'un grand changement pour nous et ça demande des décisions audacieuses. Et de sortir du carcan de l'entrepreneuriat tel qu'il nous a été partagé, tel qu'on le voit partout, je trouve ça tellement important. Et l'autre jour, je voyais que tu partageais, alors moi je ne suis pas du tout connectée à la télévision, enfin je ne vis même pas en France, donc concrètement je ne sais pas trop ce qui se passe en France, mais j'ai vu que sur BFM TV, ils avaient parlé du slowpreneuriat et je trouve que c'est hyper porteur d'espoir et j'aimerais vraiment partager le message de aujourd'hui, si tu hésites encore, si tu n'es pas sûr, si tu as la sensation que ça va plus te coûter, que de toute façon tu ne vas pas y arriver ou que bah, c'est plus facile de rentrer dans le carcan de ce qu'on nous dit de faire, j'aimerais juste te dire que bah, nous aussi on peut te dire de faire autre chose. Ah, non, non, je rigole. Non, mais qu'il existe une autre voie et que tu n'es pas tout D'autres gens. seul. Non, mais c'est ça, et tu as raison de le pointer, le fait que des médias comme ça abordent le sujet, c'est un indicateur très clair que ça y est, on commence à être suffisamment nombreux à en parler pour que des médias s'y intéressent. Et moi, pour partager un peu sur mon rôle de porte-parole, je le vois aussi un peu en sous-marin, où j'ai été contactée, enfin j'ai eu un article dans Décideur Magazine, par exemple, qui est un magazine pour managers, dirigeants, RH, mais à la base, pas du tout sur le carcan du slowpreneuriat, mais quand même, c'est un angle qui les a intéressés parce qu'ils se rendent compte que la santé mentale, etc., ça fait partie des sujets. Donc, il y a eu ça. Et cet article-là, j'ai eu, moi, des contacts hyper intéressants. Par exemple, avec l'école des mines, qui est une des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses de France, mais je crois aussi mondialement dans les classements, ils sont très bien classés, qui sont très engagés sur tout ce qui est RSE, par exemple, et sur les innovations managériales. Et je vais intervenir auprès des alumni pour leur parler du slowpreneuriat, par exemple. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Oui, c'est un modèle qui est émergent. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis dessus sur le sujet professionnellement, mais ça fait depuis 2019 que je l'applique pour moi-même. À l'époque, vraiment,
quasiment personne en parlait. Et là, en l'espace de 4-5 ans, en fait, voilà, ça arrive. Donc, ça veut dire que même si ce ne sont pas encore les discours les plus communs qu'on voit sur l'entrepreneuriat, il y a des communautés et il y a déjà du monde. Donc, il ne faut pas hésiter à rechercher plutôt ces gens-là, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'avancer dans ce cheminement quand on se sent moins seul et quand on n'est pas harcelé un peu toute la journée par des discours qui essayent de nous remettre dans l'autre sens. Donc, il y a moyen de s'entourer de discours qui facilitent cette transition. Est-ce que tu as envie de nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont si on a envie de transitionner, pour ce moment, de transition, c'est notre type de... On a envie de... C'est pas long, mais ça, de passer au slow. On peut me retrouver à 2 endroits principalement. Je suis sur Instagram, donc @maslowboite, MASLOWBOITE, où je parle de slowpreneuriat et de mon travail avec mes clientes pas mal. Je suis aussi sur LinkedIn, sur ma page personnelle, où là, je vais aborder aussi le slowpreneuriat, vraiment cette question de la place qu'il est en train de prendre dans l'écosystème entrepreneurial. Donc, des contenus sont un petit peu différents. J'ai une newsletter également, dont le lien est sur ces 2 plateformes-là, sur laquelle je vais partager pas mal mes réflexions et ma réalité à moi de slowpreneur. Et après, pour les personnes qui ont envie de faire ce cheminement, j'ai soit un accompagnement long et communautaire, parce que je crois aussi beaucoup à l'impact de la communauté dans ça. Je fais du consulting court aussi pour les personnes qui ont une problématique business, et soit vraiment liée au slow, soit n'importe quelle autre problématique business, mais qui n'ont pas envie de s'entendre comme réponse, sors de ta zone de confort et puis adapte-toi, en gros. Voilà, ça, c'est mes 2 principaux accompagnements. Et puis pour ceux qui voudraient accompagner au slowpreneuriat, j'ai aussi une formation que je lance 2 fois par an. Et là, la prochaine session, ce sera à l'automne. Ça peut être intéressant aussi pour des personnes qui font déjà de l'accompagnement d'entrepreneurs et qui veulent monter en compétence sur comment on aide à créer des business slow. Trop chouette. Et merci beaucoup. Merci à vous aussi qui nous avez écoutés aujourd'hui. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de l'art de ta puissance. Si tu as aimé le contenu que tu viens d'écouter, n'hésite pas à t'abonner et aussi à le partager sur les réseaux sociaux en nous partageant, en nous étiquetant avec Laure, par exemple, sur Instagram. Et en partageant les petites pépites avec lesquelles tu repars. C'est quoi la question que tu vas aller observer, ou peut-être nous partager ta liste noire, toi aussi, d'actions que tu as envie de transformer pour ton entreprise, et voir que ce qu'on partage ici à l'intérieur de l'art de ta puissance sert pour vos cheminements, vos réflexions. Pour moi, c'est un peu le plus important. C'est pour ça que je continue de mettre autant d'énergie à l'intérieur de ce beau projet. Parce que avoir un podcast, tout le monde l'idéalise, mais c'est énormément de travail. Énormément de travail. Genre, des fois, sur ma liste noire, il y a quand même comment est-ce que j'optimise la création de podcast. Et donc voilà. Et en tout cas, merci de votre écoute, merci de votre soutien, et merci à toi, Laure, d'être venue par ici. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Cécilia. Ciao, ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.